Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël. et Sibylle. Nous voici de nouveau en juillet et dans 2 jours commencent officiellement en France les grandes vacances. Cette expression sert à parler des vacances les plus longues dans l'année scolaire. Les élèves français sont en vacances pour 8 semaines, alors qu'à l'automne, pour Noël, en hiver et au printemps, on trouve des petites vacances qui durent chacune 2 semaines. On pourrait croire qu'une fois adultes, les vacances scolaires ne rythment plus nos vies. Mais les adultes ont des enfants qui vont à l'école, ou des collègues qui ont des enfants qui vont à l'école, ou des amis qui ont des enfants qui vont à l'école. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de Français restent influencés par le calendrier scolaire et prennent donc une bonne partie de leurs vacances en juillet ou en août. Cela se voit dans les chiffres. Les 2/3 des Français partent au moins un week-end sur cette période. Mais cela s'entend aussi dans le vocabulaire qu'on utilise. Et oui, l'été, de drôles de mots apparaissent dans les bouches françaises. La population se sépare en 2 camps, les juilletistes et les haussiens. Elle se lance dans une chorégraphie autoroutière appelée le chassé-croisé et confie sa destinée à un étrange animal nommé bison futé. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? C'est le sujet de notre épisode d'été. Alors, on va explorer tout ça, les juilletistes, les haussiens, le chassé-croisé et le bison futé, avec Cécile et Raphaël, et je vais leur proposer pour ça des petits quiz. On commence tout de suite par un petit quiz en rapport avec les juilletistes et les haussiens. Alors, il faut d'abord que j'explique quand même, puisque ça je sais qu'ils le savent, que les juilletistes sont en fait les Français qui préfèrent prendre leurs vacances au mois de juillet, et les haussiens sont les Français qui préfèrent prendre leurs vacances au mois d'août. Donc août, haussien, juillet, juilletistes. Mais je vais demander à Raphaël et Cécile quel autre mot désigne les personnes parties en vacances en été, quel que soit le mois. Bah mince alors. Raph, une idée? Les estivants. Oui, t'es Oui. trop fort, bravo! Punaise, on l'entend pas souvent ce mot-là. Estivant. Les estivants, exactement. Ok. Bravo, Raph. Bah, je l'aurais pas trouvé. C'est vrai que l'adjectif qui va avec été, c'est estival, et du coup, forcément. Ouais, c'est ça. Ça pouvait être les estivaliens, mais ça marchait pas vraiment. Ça fait un peu festivalier. C'est ça aussi. On peut aller au festival en été aussi. Ouais. Ouais. Donc, quand vous voulez parler de quelque chose qui a un rapport avec l'été, vous pouvez dire estival, par exemple. Mes vacances estivales sont les vacances qui se passent en été. Et si vous partez en été, vous êtes des estivants. Voilà. Alors, ensuite, on va rentrer dans cette fameuse querelle, ce petit conflit entre juilletistes et haussiens. Et je vais vous poser une question plus spécifiquement sur les Parisiens, parce que c'est quand même souvent le personnage qu'on a en tête quand on parle de juilletistes et haussiens. Enfin, ça Ah ouais peut en tout cas. D'accord. Oui. Bon, le citadin. On imagine plus la personne qui vit en ville et qui part en vacances et qui doit choisir entre juillet et août, peut-être. Ah, je sais pas, je m'étais jamais fait cette réflexion, mais peut-être. Bon, en tout cas, moi, j'ai un quiz sur les Parisiens. Ok. Vas-y. Alors, quels sont les arguments des Parisiens haussiens pour être des haussiens, donc choisir de partir en vacances en août plutôt qu'en juillet? Peut-être pour pas croiser les touristes à Paris en août. Alors, j'ai pas spécialement vu Ouais. ça, mais ça se pourrait. Mais je pense qu'à Paris, il y a vraiment des touristes toute l'année, donc c'est pas un super argument. Ouais. Et sinon, il y a le fait que souvent les entreprises ferment en Oui. août, mais après, je pense que c'est pas spécifique à Paris. C'est peut-être plus le cas justement dans toutes les grandes villes, mais pas sur les lieux de vacances. Et donc, il y a des Parisiens pour qui il y a cet argument que tous les bars, tous les restaurants qu'ils aiment bien seront de toute façon fermés en août. Mmh. Donc, il n'y a plus rien à faire à Paris en août. Ah, bah oui, Ah, mais bah oui, Oui. c'est vrai. Ça, c'est un argument déjà. Bah, c'est un Ouais, truc, ça s'auto-alimente en fait, du coup. Oui, Exactement. Exactement. moins il y a de personnes, moins ils ouvrent, et moins ils Voilà. ouvrent, moins il y a de Parisiens. Mais c'est vrai qu'en plus, Ouais. c'est hyper frustrant l'été que j'avais fait, enfin un ou plusieurs étés que j'avais fait à Paris où je me disais, mais c'est nul en fait. C'est hyper reposant, tu veux dire. Oui, c'est Une haussienne, un juillettiste. non mais c'est hyper frustrant de
du coup, t'as Paris pour toi, mais t'as pas effectivement les bars ou les restos où t'aimes aller. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion que c'est dommage. Oui, c'est vrai, mais c'est tellement plus calme. Oui, ah Oui, oui, oui. effectivement, Ah non, tu peux carrément. pas sortir, effectivement, dans les bars, il y a rien, on est d'accord, On hein. peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais Il c'est faut... fou ce que c'est plus calme, hein. Moi, ça m'est arrivé de Ouais, c'est passer vrai. un peu de temps à Mm, Paris au mois d'août. T'as plus que les touristes mm, étrangers qui viennent là. La ville s'est mm, vidée, presque littéralement, mm, de sa mm. population parisienne de base. Et ouais, on est tranquille avec les touristes, quoi. C'est... Mm. Ouais. Bah, donc là, tu viens de nous Ouais, donner un argument de juillettiste qui répondra à ma question suivante. Et bah, à l'inverse, en fait, il y a des Parisiens qui n'aiment pas quand c'est calme. Ah, Ils absolument. vivent dans une ville parce qu'ils aiment l'animation et donc ils disent que Paris est désert en août et ça ne leur plaît pas. mm. Et donc ils partent en août. Il y avait un argument qui revenait assez souvent pour rester à Paris en juillet et donc plutôt partir en août. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme argument pour rester à Paris en juillet? Hmm. Il y a l'arrivée du Tour de France. Bah, c'est ce Hein? genre-là, hein, oui, pourquoi pas l'arrivée du Tour de France, effectivement, il y avait certainement ça. Moi, j'ai vu qu'il y avait, en fait, beaucoup d'activités sympas qui étaient encore Mm. organisées à Paris en juillet, comme le Ah feu oui, Ah d'artifice très bah le beau. oui. 14 juillet, qui est notre fête nationale. Il y a toujours Mm. un très beau feu d'artifice organisé par la mairie de Paris. C'est vrai. Et enfin, du coup, je vous le donne, il y a un troisième argument des Parisiens haussiens, c'est que, selon certains, il ferait plus chaud en août. En tout cas, l'eau de la mer est plus chaude en août. Donc ils partent en août pour pouvoir se baigner dans Ouais, une ça, eau Ah. un petit peu plus chaude. un bon argument quand on aime bien se baigner. Mm, mm. Ouais. Alors maintenant, quels sont les arguments des Parisiens juilletistes? Nous avons eu, par Raphaël, l'argument de profiter d'une ville plus calme au retour de leurs vacances, quand ils rentrent donc au mois d'août. Et on a, quelques autres arguments auxquels on peut penser aussi, pour partir en juillet cette fois. Du coup, on peut aller dans des endroits touristiques où il y a du coup moins de monde parce qu'il n'y a pas encore tous les gens des grandes villes. Enfin voilà, toute cette masse de gens qui est pas Mmh. encore arrivée, quoi. Oui, tout à fait. Il y en a qui considèrent que, en juillet, beh, comme il y a un peu moins de monde, mais en réalité, c'est pas dans des proportions très larges, mais il y a un petit peu moins de monde qui part en juillet, surtout début juillet. Là, les plages ou les endroits touristiques sont un petit peu plus calmes qu'au mois d'août. Ça, c'est un argument. Et Cécile, tu avais une idée? Non, pas trop. Bon, et sinon, un argument qui est le corollaire de celui-ci, c'est que c'est un peu moins cher de partir en juillet. Ah oui. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait une différence de prix entre juillet et août. Pour moi, la haute saison, enfin la très Ouais. haute saison, c'est juillet et août compris. Enfin, en tout cas, les 8 semaines de vacances scolaires. Si tu pars début juillet, oui. Après, il y a la fameuse période entre le 14 juillet et le 15 août. Ouais. Il y a cette période-là où la plupart des gens sont en vacances. Du coup, Mmh. tu pars avant le 14 juillet, c'est moins cher quand même globalement. Et fin août aussi, c'est de nouveau un petit peu moins cher que entre le 14 juillet et le 15 août, quoi. Mmh. Ouais. Mais peut-être qu'il y a un peu plus de jours moins chers en juillet, Oui, de qu'en manière août. générale. En tout cas, en termes de nombre, alors j'ai des chiffres de 2019, donc un peu anciens, mais c'est un phénomène, relativement stable et puis là, c'était avant le covid, donc un moment normal. Les estivants, français, ont réservé 23,4 millions de nuits en juillet et 24,8 millions de nuits en août. Dans des hôtels et cetera. Donc voilà, il y a, juste 1,4 million de plus de nuits réservées en août par rapport à juillet. Donc oui, c'est plus, mais c'est pas non plus, énorme. D'accord. On est quand même sur les mêmes ordres de grandeur. Oui, tout à fait. Ok. Donc c'est peut-être plus une perception de la part des juilletistes de s'imaginer qu'ils auront moins de monde, Ouais. dans leurs vacances que les Haussiens. Alors, donc maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais savoir ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous vous reconnaissez, Raphaël et Cécile, dans une des deux catégories, juilletistes ou haussien, que ce soit aujourd'hui ou dans votre expérience des grandes vacances quand vous étiez enfant? Cécile? Moi, je suis team juillettiste D'accord. parce que du coup, enfin, ça vient de l'enfance en fait, parce que on est toujours parti en montagne avec mes parents. Et en fait, en montagne, en tout cas dans les Alpes, hein, peut-être aussi dans les Pyrénées, la météo était plus sûre en juillet Oui. qu'en août. Il y avait moins d'orages. Et du coup, encore aujourd'hui, j'ai gardé cette habitude-là pour partir en montagne. Donc voilà, c'est team juillettiste de mon côté.
pour une question de sécurité, parce que les orages, j'aime pas du tout ça. D'accord. C'est dangereux en plus en montagne, vraiment, enfin vraiment. Donc, Bah, oui, et puis il y a quelques années, j'en ai eu un vraiment, mm. enfin, où j'étais en haut d'une montagne et l'éclair est arrivé au pied Ah de ouais. mes pieds. Et du coup, j'ai eu la peur de ma vie, donc Ah maintenant ouais. je fais vraiment très attention. Et au-delà de ça, par rapport aux arguments qu'on évoquait tout à l'heure, j'aime vraiment en fait le côté calme en août des villes, effectivement, qui se vident de leurs habitants. Il y a un côté beaucoup plus chill, quoi. Et donc c'est vrai que c'est sympa. Mm. Donc voilà. Et toi, Raphaël? Ah bah moi, du coup, j'ai pas eu vraiment d'expérience comme ça quand j'étais enfant, puisque j'ai pas vécu en France quand j'étais enfant ni adolescent. Donc, ces concepts, on va dire, de juilletistes et d'haussiens ne s'appliquant pas vraiment dans d'autres pays où j'ai habité, bah, je connaissais pas, hein. Ouais. Il y avait vraiment pas cette habitude-là? Ah bah non, hein, non, 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 non. Quand j'étais ado, on vivait. Bon, on avait vécu en Autriche, on a vécu en Allemagne, en Allemagne en tout cas, les calendriers des vacances sont pas tous calés en même temps. C'est un peu comme en France Mmh. avec les zones pendant le Ouais. reste de l'année. En fait, en Allemagne, chaque land a son propre calendrier de vacances. Mmh. Du coup, pas tout le monde part en même temps du tout, déjà de base en fait. Donc du coup, il n'y a pas, voilà, une séparation aussi nette. Mhm. Et de toute façon, mes parents ont toujours cherché à éviter le plus possible les foules. Et donc, voilà, on est toujours parti à des moments où c'était possible de les éviter. Et c'était une sorte de principe fondamental, quoi. Ok. Bah, ça me fait penser que moi, un exemple que tu n'as pas mentionné dans l'intro, Sybille, c'est que j'avais des parents enseignants. Donc forcément, en tant qu'enfant, mais du coup, mes parents étaient aussi tenus au calendrier scolaire. Oui. Je n'avais pas le choix que de partir à cette période-là. Et toi, Sybille, du coup? Et ben, moi, quand j'étais enfant, on a pris nos vacances, en juillet et en août, de manière indifférente. Donc il y avait pas vraiment, un choix entre juillet et août. Et plus tard, quand j'étais adolescente, mes parents se sont séparés, donc j'ai eu la chance de partir à la fois en juillet et en août chaque année, avec l'un en juillet et avec l'autre en août. Et puis maintenant, j'aime bien prendre des vacances, les 2 mois. Moi, je trouve que c'est pas mal de faire un peu des 2 parce que c'est très triste si, fin juillet, tu as fini tes vacances complètement pour l'été. Tu feras, même plus un week-end et c'est très triste aussi si, tu pas du tout parti en vacances avant début août et au-delà de ça, je pense que c'est encore mieux d'être apriliste ou juniste et ensuite, septembriste. On dit ça se dit? Pas du tout, ça se dit pas du tout. Inventer des mots, ça marche très bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle un néologisme, c'est-à-dire que c'est un mot qui est inventé, que je viens d'inventer, qu'on pourrait peut-être proposer au Mais dictionnaire. t'as dit apriliste, du coup, t'as pas dit avriliste. Non, je trouve qu'apriliste, ça sonne mieux. Ça sonne mieux? Je sais Ok. pas, avriliste, non, apriliste, c'est bien, genre apriliste. Euh, Ouais. ça pourrait devenir un mot international. J'ai un peu d'ambition. Non, mais voilà, je trouve ça sympa de varier un peu les moments de vacances et je trouve ça sympa de partir en dehors justement de l'été pour avoir là aussi un peu moins de monde, des prix moins chers et puis ne pas avoir cette pression mentale de se dire les vacances c'est en été, absolument. Ça, c'est vrai. Alors, bon, maintenant qu'on a vu que... On aimait les vacances. Complètement. Voilà, maintenant qu'on a vu qu'on aimait les vacances, quel que soit le mois, on va parler un peu de ce que provoque cette compétition entre juilletistes et haussiens. Donc, quand juilletistes et haussiens se croisent le samedi de la semaine entre juillet et août, on parle de chassé-croisé. Donc, chassé-croisé, en fait, c'est un terme qui se réfère métaphoriquement au pas de danse dans lequel deux danseurs se croisent en effectuant un pas de côté en sens opposé. Et donc là, voilà, ça représente sous forme de métaphore ce croisement qu'il y a entre les juilletistes et les haussiens sur les routes. Et donc je vais vous demander, Cécile et Raphaël, à quelle figure de style correspond l'emploi du terme chassé-croisé? C'est-à-dire le fait qu'en fait, cette métaphore de la danse est maintenant plus utilisée pour parler du croisement entre juilletistes et haussiens que pour parler de la danse. Est-ce que vous connaissez la figure de style à laquelle ça correspond? Ah putain, c'est dur là. Ouais, c'est dur, mais ça me dit vaguement quelque chose oui en plus, mais ouais, C'est une pas connue, pas très connue. Alors, il s'agit de la catachrèse, qui est une figure de style qui consiste à détourner un mot ou une expression de son sens propre en étendant la signification. Donc, je vous donne d'autres exemples. Le pied d'une table.
Vous voyez, les tables, elles n'ont pas des vrais pieds comme les humains, mais on dit le pied d'une table. On parle aussi de la plume d'un stylo. Donc la plume d'un stylo, bah, c'est pas une vraie plume comme sur les oiseaux. Et quand on dit la plume de mon stylo, on pense plus du tout à la plume de l'animal. Quand on dit le pied d'une table, je me suis cogné la jambe sur le pied d'une table, personne trouve ça étonnant de parler de pied. Et en plus, il n'y a même pas d'autres mots d'ailleurs pour parler du pied d'une table. Et bien de la même manière, quand on parle du chassé-croisé entre les juilletistes et les Haussiens, personne ne pense à la danse, on pense directement à ce croisement entre juilletistes et Haussiens. Voilà, donc c'est quand une métaphore a tellement bien réussi qu'on ne pense même plus à son origine, en fait, la catacrèse. Ok. Et catacrèse s'écrit C-A-T-A-C-H-R-E accent grave S-E. Eh ben, je m'endormirai moins bête ce soir. C'est cool. Ouais. Ouais, je trouvais ça sympa, même si, rassurez-vous, aucun Français ou presque ne connaît cette figure de style. Mais voilà, vous pourrez avoir l'air meilleur que votre prof de français, probablement, si vous lui dites alors, tu connais une catacrèse? Comment créer ce petit moment de gêne? Alors, donc, deuxième question, beaucoup plus terre à terre. Quelle autoroute en France appelle-t-on l'autoroute du soleil? Ah, ça, c'est l'autoroute entre Lyon et Marseille. Globalement, oui. Même plus haut, non? Ça monte plus haut encore, ouais. Oui. Ouais. Il me semblait, oui, mais je suis pas sûr, je savais plus exactement d'où. Alors du coup, c'est la 6. Parce qu'en fait, je voulais le mentionner par la suite. Et donc, j'ai vérifié que je me trompais pas quand j'ai préparé mon Mhm. topo. Et j'ai vu que c'était aussi la 7. Tout à Ce fait. que je ne savais pas. L'A6 de Paris à Lyon et l'A7 de Lyon à Marseille. Ah, voilà, c'est ça. Ah, ok. C'est pour ça que moi, je prenais la 6, mais je prenais pas la 7. Ok. Voilà, donc en fait, les chiffres importent peu, mais c'est l'axe qui fait Paris-Lyon-Marseille qu'on appelle l'autoroute du soleil, parce que tout simplement, beaucoup de Parisiens, encore une fois, ou de personnes du nord de la France prennent cette autoroute pour se rendre dans le sud-est, donc en direction de Marseille. Ou parfois, comme Cécile, s'arrête à hauteur de Lyon. Exactement. Et bifurque vers les Alpes. On rentre maintenant dans le cœur de notre sujet. D'abord, il faut que je vous explique donc que ce fameux bison futé, en fait, c'est un petit personnage utilisé pour la communication à propos du trafic autoroutier, en fait, et du trafic routier. Donc, l'été, justement, on nous dit à la télé, à la radio, etc. Selon Bison futé, en gros, ne prenez pas votre voiture tel jour à telle heure et sur telle route parce qu'il y aura trop de monde. Donc, c'est par exemple une journée noire, ça veut dire que c'est la pire situation possible pour prendre sa voiture. Donc voilà, Bison futé est ce petit personnage qui, dans la communication française, alerte sur le fait qu'il y a beaucoup de trafic sur les routes. Alors, ce que je vais vous demander, Cécile et Raphaël, c'est, à votre avis, vous pouvez essayer de deviner, quand et surtout pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce bison futé? Alors quand, je sais pas, moi j'imaginerais les années 70 par là, ou 80, parce que je pense qu'il y a eu de plus en plus de trafic autoroutier, justement, et le développement des vacances Ouais, vers les stations balnéaires, etc., l'été, comme ça. ouais. Et tout ce phénomène de chassé-croisé qui s'est mis en place et l'embouteillage sur les autoroutes. Après, j'imagine que la raison, c'était peut-être justement d'essayer de limiter un blocage complet sur les Mhm. routes, quoi, que les gens... Il y a peut-être même des problèmes de santé. Je sais pas si les Mhm. gens avaient de la clim dans les voitures et du coup, il y avait sûrement des situations où les gens avaient vraiment des problèmes, quoi, du coup, sur la route. Réponse très pertinente. Cécile, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je m'étais jamais posé la question, mais du coup, ce que dit Raph m'a l'air très pertinent. Alors, bravo, tu as tout bon, hein, puisque, plus spécifiquement, Ouais. c'est, le samedi 2 août 1975, c'était un jour de canicule, il faisait très chaud et ce jour-là, puisque justement c'est un jour où se croisaient les juilletistes et les haussiens sur les routes françaises, il y a eu 600 kilomètres de bouchons cumulés, Oh la vache. notamment en direction du sud-ouest, sur, ce qui s'appelle la RN10 qui reliait Paris à la frontière espagnole près de Bayonne. Donc voilà, cette route a été saturée et pendant ce week-end-là, en fait, 145 personnes sont mortes Ah oui. à cause des accidents de la route et à cause des effets de la canicule. Donc tu as tout à fait raison de dire, ils n'avaient peut-être pas la clim. Il y a des personnes, voilà, qui en sont décédées carrément. Il y a aussi des gens qui ont calculé que ça avait abouti à perdre 2 millions d'heures dans les bouchons cumulés.
Si on prend tout le temps perdu de tous les Français, ça fait 2 millions d'heures. Donc c'est vrai que vu comme ça, c'est un peu embêtant. Et du coup, le gouvernement a réfléchi à ce qu'il pouvait faire en fait, hein. On s'est dit qu'il fallait absolument éviter que ça se reproduise. Il y a eu 3 pistes qui ont été identifiées. D'abord, justement, étaler dans le temps les déplacements pour éviter que ce soit tout cumulé sur une journée. Renforcer ce qu'on appelle les itinéraires bis, donc c'est-à-dire les routes parallèles qu'on pouvait prendre et qui sont pas la route principale, mais qui vont être moins encombrées. Et ça, c'était pas évident parce qu'on n'avait pas de GPS à l'époque, donc il faut bien renseigner les Français sur quelles sont les bonnes routes à prendre et leur donner des cartes qui montrent ces routes. Et le fait de mieux communiquer, c'est la troisième piste, hein, de mieux communiquer avec les usagers pour qu'ils aient toutes ces informations. Et donc c'est comme ça qu'a été créé en 1976 ce fameux bison futé qui informe donc les Français par le biais de cartes de France qui ont été publiées exprès pour montrer tous les itinéraires bis, toutes les aires d'accueil aussi où on pouvait s'arrêter si on avait trop chaud. Ça passe aussi par la télé, la radio qui donnent des informations sur les prévisions d'encombrement des routes et des informations sur les itinéraires que l'on peut prendre, les journaux aussi qui relayent tout ça. Il y a des choses qui ont disparu aujourd'hui, hein. Par exemple, la carte bison futé, elle n'est plus publiée depuis 2003 parce que maintenant les gens utilisent surtout le GPS et qu'en termes de route, on a un bien meilleur maillage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de routes et donc il y a un petit peu moins quelques routes qui concentrent toutes les voitures. L'institution en elle-même qui collectait des données sur les routes, elle a disparu aussi en 2016, mais par contre, il y a toujours un site internet qui s'appelle Bison Futé et il y a une application aussi qui donne ces informations et qui s'appelle toujours Bison Futé. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec une autre question. Finalement, pourquoi ce nom qui est ce personnage qui est Bison Futé, à votre avis? Très bonne question. Futé, pourquoi pas? Il faut être malin pour savoir par où passer, mais bison, je sais pas. Pourquoi un petit bison? C'est le nom d'un célèbre indien? Oui. Alors, on l'a créé cet indien, donc je vous donne la réponse? Ouais. Oui, alors effectivement, c'est le nom d'un célèbre indien parce qu'on a créé cet indien en tant que bison futé. Ah oui, il n'existait pas. Non, non. Il y a un communicant qui a été recruté pour trouver justement un personnage qui pourrait incarner cet effort de communication sur les autoroutes et donner envie, en fait, d'être bien connu. Et donc, ils ont pensé, enfin, ce communicant et son équipe ont pensé à pas mal d'animaux différents. Il y a eu l'idée de mettre une girafe, parce qu'une girafe, du haut de son long cou, pourrait dominer la situation. Ils avaient pensé aussi à un oiseau avec des grosses jumelles qui pourrait voir loin. Et finalement, ils ont eu l'idée du bison et de dire bison futé pour rappeler les Indiens d'Amérique qui ont toujours un nom d'animal associé comme ça à un qualificatif. Et donc l'idée du bison futé, c'est que ce serait donc un Indien débrouillard, un peu comme tu disais, Raphaël, avec futé. Et donc avec le bison, un Indien débrouillard qui flaire les bons sentiers et qui pourrait, selon les mots du communicant, devenir l'allié sûr des automobilistes français. Ok. Quand t'es gamin, tu trouves ça très drôle d'entendre à la radio bison futé et de ne pas savoir Ce que qui c'est. est ce bison futé. Voilà. Et en fait, ce qui est C'est intéressant clair. aussi, c'est que maintenant, donc le logo de bison futé pendant longtemps, c'était effectivement un Indien. Je l'ai jamais vu. Et maintenant, ça a été remplacé par une silhouette de bison réellement qui dessine un itinéraire. Donc je me demande si c'est pas parce qu'on s'est dit que l'Indien, ça faisait un peu cliché. Donc je pense que c'est pour ça que maintenant on a juste un vrai bison en fait, l'animal. Ouais, ouais. Donc voilà, comme on dit, hein, chaque année, à la télé, à la radio, on nous parle de bison futé et de ses prévisions, puisque depuis les années 80, en fait, ce bison futé classe les journées en couleurs. Donc vert, la circulation est normale, orange, le trafic est dense, rouge, très dense, et les conditions de circulation très difficiles, et noir, le trafic est extrêmement dense et les conditions de circulation sont exceptionnellement difficiles sur l'ensemble du réseau. C'est ce que raconte Bison Futé. Et alors, le fait d'en parler dans les journaux, ça a un nom. Ça fait partie d'un phénomène. Donc, je voudrais savoir à quel arbre est associée la couverture journalistique de ce phénomène. Un arbre qui a un rapport avec le fait de tous les ans parler de la même chose. Ah, les marronniers. Exactement. C'est ça. Mais c'est une expression qui existe pour d'autres sujets aussi. Oui, tout à fait. Un marronnier, en fait, en journalisme, c'est le fait de parler chaque année à la même période du même sujet. Donc en général, D'accord, ok. c'est
un sujet qui est prévisible et qui est pas très compliqué à couvrir pour les journalistes, Oui, oui, souvent oui, de oui. manière un petit peu simpliste. Et donc, ça va être Noël ou pour la rentrée, faites vos courses de la Mhm. rentrée. Voilà. Et donc, en fait, on sait que toujours, à la fin du mois de juillet, les journaux vont nous parler de Bison Futé, du chassé-croisé, entre juilletistes et haussiens. Des journées noires, etc., etc. Ouais, d'accord. Mhm. Et donc, en fait, le marronnier, ça s'appelle comme ça parce que pendant la Révolution française, il y a des mercenaires, en fait, hein, des soldats étrangers qui venaient de Suisse, qu'on appelle les gardes suisses, qui ont été tués et ils ont été enterrés, en fait, dans le jardin des Tuileries à Paris. Et tous les ans, il y a un marronnier à fleurs rouges qui fleurissait sur leur tombe. Et donc, tous les ans, les journaux parlaient de ces marronniers à fleurs rouges qui fleurissaient et rappelaient cet événement de la Révolution française à cette occasion. Hmm. Voilà. Ok. Donc maintenant, tous les sujets qui reviennent tout le temps sont des Eh marronniers. ben, ok. Alors, pour connaître un peu mieux votre expérience à ce sujet, j'aimerais savoir si vous avez des souvenirs marquants sur la route des vacances ou du retour des vacances. Est-ce que vous avez, par exemple, été pris dans de terribles embouteillages ou est-ce que vous avez toujours réussi à y échapper? Cécile? Bah alors oui, j'étais prise. Souvent, nous, on partait la deuxième quinzaine de juillet. Et en plus, on avait une location du samedi au samedi. Et à l'époque, ça se faisait quand même. Enfin, c'est toujours la norme, mais c'était d'autant plus la norme avant. Et forcément, bah, les week-ends étaient noirs. Et je prenais l'autoroute du Soleil, puisque on partait d'Orléans souvent, puisqu'on faisait un stop chez mes grands-parents. On partait d'Orléans jusque dans les Alpes. Et donc, ouais, on avait. Enfin, j'ai le souvenir vraiment d'embouteillage. Et il faisait chaud, et effectivement, on n'avait pas de clim et tout ça. Après, il faudrait demander à mes parents de savoir comment on réagissait. J'ai plus trop de souvenirs. Moi, je me rappelle juste qu'avec mon petit frère, on avait trouvé des moyens très cool de s'occuper. C'est qu'on faisait des analyses statistiques des marques de voitures. Ah oui. On avait nos tableaux où on notait Ah ouais? combien de marques Mégane, enfin Renault, je sais pas, Citroën, etc., Peugeot, etc. Trop drôle. Donc on faisait ça, mais on faisait aussi une analyse de statistiques des départements qui Oui. partaient en vacances, puisque sur les plaques d'immatriculation, on voit le département d'origine. Mm. Et du coup, c'était hyper intéressant. Enfin, c'était passionnant. Du coup, j'ai pas un mauvais souvenir en soi, parce qu'en plus, on n'était pas malade, puisqu'on n'avançait pas, parce que j'avais le mal des transports. Donc bon, c'était pas si mal. Mais pour autant, aujourd'hui, quand je repars, aujourd'hui je repars avec ma maman, on essaye toujours, on a toujours la log du samedi au samedi, mais on essaye toujours de partir un jour avant Mhm. pour pouvoir ne pas avoir les bouchons. Parce que je ne fais plus d'études statistiques à l'âge adulte. J'ai moins envie, même si on a la clim en cas de besoin. Et toi, Raphaël? Ah bah moi, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Comme je vivais pas en France, j'ai pas du tout eu cette expérience-là. Donc pas dans mon enfance. Et puis à l'âge adulte, moi, j'ai plutôt voyagé en train, peut-être une ou deux fois en voiture, mais je n'ai pas de souvenir de m'être retrouvé coincé pendant des heures dans des embouteillages, quoi. Mm. Bah, c'est le grand avantage du train. Pour le coup, moi aussi, maintenant, je Mm. prends le train pour la majorité de mes trajets et ça change tout quand même. Ouais, complètement, Prenez le train, c'est cool. c'est clair. Et toi, Sybille? Eh bien, moi aussi, je pars majoritairement en train maintenant. Et quand j'étais enfant, je crois qu'on n'a jamais été dans un embouteillage vraiment horrible, mais c'est sûr qu'on en a eu parce que parfois on a dû sortir de l'autoroute à cause de ça. Donc mes parents ont essayé justement d'appliquer ces fameux itinéraires bis. Et j'ai aussi, comme toi, Cécile, souvenir de durées assez longues en voiture avec mes sœurs. Et on faisait des petits jeux. Alors nous, on n'était pas des mathématiciennes de haut niveau, donc on faisait pas de statistiques. T'étais pas embauchée par l'INSEE, toi? Non, pas du tout, pas du tout. On jouait à deviner à qui pensait l'une d'entre nous. Donc par exemple, moi, je pouvais Ah, penser à une de nos tantes et mes ok. sœurs posaient des questions en disant: «Est-ce que c'est une femme? Oui. Est-ce que, c'est une chanteuse? Non». Voilà, et on devait trouver comme ça, qui était la personne à qui l'une de nous pensait et c'était sympa. Alors, pour terminer, on va parler de ce qu'on va faire cet été. Du coup, je vais vous demander ce que vous faites cet été et je voudrais savoir s'il y a un événement ou un moment que vous attendez avec impatience. On va commencer par Raphaël. Oui, alors nous, on a prévu de faire de la voile cet été. Trop Les cool. années passées, on a fait des stages de voile. Alors cet été, on n'a pas vraiment organisé quelque chose comme ça, et on n'a pas de bateau, mais on a découvert le principe de la co-navigation.
En fait, l'idée, c'est que des propriétaires de bateaux, proposent de partager leur bateau pour naviguer ensemble en mer, un peu sur le même principe que le covoiturage. Donc l'idée, c'est que si tu as un bateau, et que je sais pas, tu personne avec qui naviguer, mais tu as envie de faire une sortie en mer, ben, tu proposes ça sur, il y a plusieurs sites, en fait, qui proposent ce service. On va essayer de se trouver, des petites sorties comme ça, pour pouvoir faire un petit peu de voile. J'ai hâte de faire ça. D'accord, c'est trop bien. Et cet été, on va, de nouveau faire des petits vlogs pour partager nos vacances avec vous. Donc, abonnez-vous à notre Patreon pour découvrir avec nous nos sorties en mer. Et donc, en fait, le on et le nous de Raphaël, c'est Ah, moi, voilà, hein, c'est oui, Raphaël et moi, je précise. c'est vrai. Et donc, je fais la même chose que Raphaël cet été. Et on va aussi aller à Chamonix, dans les Alpes, donc un coin cher à Cécile. Et à moi aussi, puisque quand j'étais petite, mes grands-parents allaient souvent à Chamonix, avaient un appartement à Chamonix, et donc c'est une ville que je connais bien et des montagnes que je connais bien. Et donc j'ai grand hâte de retrouver ce petit coin de montagne et plus spécifiquement de manger une gaufre, parce que là-bas, il y a des gaufres qui sont Ah très ouais? très bonnes. C'est vraiment juste un stand de gaufres à Chamonix qui est très bon. Et de la même manière, j'ai hâte de manger une tarte aux myrtilles à la Floria. La Floria, c'est un chalet Mmh. près de Chamonix. C'est juste 45 minutes de marche pour y accéder. Et c'est vraiment, pour moi, un super souvenir d'enfance. Et donc, quand je suis à Chamonix, je continue à y aller et j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà. Maintenant que je vous en ai parlé, on risque d'avoir beaucoup de concurrence pour manger la tarte à la myrtille de la Floria, mais c'est pas grave, je vous donne le conseil quand même. Et puis, point de vue Patreon, moi, ce que je vais faire pour vous cet été, pour nos abonnés, c'est un petit jeu de piste en ligne. J'avais déjà fait ça les 2 années précédentes et j'avais bien aimé créer ça, et je crois que ça avait plu aussi à ceux qui ont pu faire ce jeu de piste, et donc je vais recommencer. Elle est trop forte, Sibylle, pour faire des jeux de piste. Ouais, carrément. Ah ouais. Un peu absurde, hein. Faut savoir, l'histoire, elle va pas Ah non, tenir mais trop debout. cool! Et toi, Cécile, alors, qu'est-ce que tu fais cet été? Alors moi cet été, comme d'habitude, je vais commencer mes vacances par aller dans les Alpes pour randonner. On ne peut pas commencer des vacances sans ça. Comme souvent également, je vais y aller avec ma maman. Et j'adore ces vacances parce que du coup, quand je randonne, je vois des paysages magnifiques. Ça me permet de couper vraiment, surtout quand on a un cerveau qui réfléchit trop. Vraiment, le sport fait beaucoup de bien. En plus, je lis énormément souvent pendant ces vacances et c'est un rituel mère-fille que j'adore puisque ma maman habite en Normandie. Moi, j'habite à Strasbourg, donc on se voit pas souvent et c'est un moyen de se retrouver. Voilà. Ensuite, je rejoins mon compagnon et on va aller dans le Vercors. C'est au tout début des Alpes, si je me trompe pas, mais c'est une région que je ne connais pas. Et en fait, on va rendre visite à une de ses amies maraîchères. Donc, un maraîcher, c'est une personne qui fait pousser des fruits et des légumes. Je crois d'ailleurs qu'il y a aussi des chèvres. Et donc, l'objectif, c'est de lui donner un coup de main et aussi de découvrir la région, forcément. Il restera encore quelques jours de vacances à la fin, mais on n'a pas encore tranché. Est-ce qu'on va voir des amis? Est-ce qu'on va voir de la famille? Ou est-ce qu'on rentre plus tôt? Parce que cet été, c'est un été un peu particulier pour moi. Parce que, alors pour ceux qui nous suivent sur le podcast ou sur Instagram ou sur Patreon, beaucoup savent que je suis prof de français pour les étrangers. Et en fait, jusqu'à janvier, j'avais un autre métier qui était éditrice. Et en janvier, j'ai décidé de me reconsacrer à 100% à l'enseignement du français pour les étrangers. Et j'ai décidé de créer une école de français en ligne qui s'appelle French for Good. C'est un projet qui me tient très à cœur parce que mon objectif, c'est d'accompagner les étudiants qui ont un niveau B2 et plus, de les aider à améliorer le français forcément, mais aussi les aider à mener des projets à impact positif. D'une certaine manière, les accompagner à améliorer le monde. Par exemple, vouloir manger moins de viande ou prendre moins l'avion ou être moins sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça peut être un projet personnel, mais du coup qu'on va mener en français pour rendre vraiment l'utilisation du français un peu plus concrète, quoi. Et pour ça, je propose des conversations en one-to-one, donc des cours particuliers. Et je propose plusieurs formats. Bon, la visio, qui est un format classique, est souvent très apprécié. Mais je propose aussi d'autres formats parce qu'on a plusieurs manières de communiquer, que ça soit à l'oral ou à l'écrit, de manière synchrone ou asynchrone. Je propose aussi du coup le format SMS et je propose également les formats vocaux et email, très pratiques quand on est très occupé, mais aussi quand on a un fort décalage horaire avec la France. Donc j'ouvre 10 créneaux
pour accompagner mes élèves. Je vais accepter 10 élèves en cours particulier. Donc, si jamais vous aviez envie de travailler avec moi, je serais ravie. Donc, n'hésitez pas à me contacter rapidement. Toutes les informations seront dans la description de l'épisode pour qu'on puisse se rencontrer pendant cet été en appel découverte et comme ça qu'on puisse commencer à travailler ensemble à la rentrée. Et il y a un autre projet sur le feu qui me tient aussi très à cœur. En fait, j'ai pu faire un bêta-test avec des auditeurs de French Baratin. Et justement, le projet qui est le plus revenu, c'est en fait de manger plus vegan. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on pourrait en fait créer une communauté sur Discord où on se soutient pendant 1 an. Et donc l'objectif, c'est pas de devenir vegan à 100%, pas du tout, mais vraiment de se soutenir et de progresser dans notre objectif. Que ça soit juste de devenir végétarien ou vraiment vegan, ou tous les entre-deux sont évidemment possibles. Et donc ça serait un lieu virtuel où on pourrait se poser des questions, célébrer ses victoires, donner des conseils, encourager, etc. Et du coup, on le ferait via des lives, mais aussi via du coup les messages au quotidien, des challenges, des ressources. Voilà. Donc l'objectif, encore une fois, c'est d'allier le français et le français concret, en fait, et le français à impact positif. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez vous inscrire parce que je vais commencer du coup ce programme à la rentrée. Voilà. Et enfin, dernier projet, et cette fois-ci c'est pour notre Patreon de cet été dans les bonus, j'ai créé un cahier de vacances avec un sujet qui se veut léger, les livres. Souvent en plus l'été c'est parfait pour lire. Mais du coup, on va réfléchir ensemble à notre usage, mais aussi aux problématiques. Vous comprendrez qu'il y en a. Et aussi, évidemment, aux solutions. Donc ça sera un carnet à faire en autonomie. Et vous verrez, c'est un super moyen d'être prêt pour l'épisode de French Baratin de la rentrée. Super. Et il faut peut-être rajouter que Raphaël, Cécile et moi allons tous nous retrouver à la Oui. fin du mois d'août pour faire de nouveau un séminaire, c'est-à-dire qu'on va réfléchir ensemble pendant 2 jours à ce qu'on peut faire pour améliorer encore French Baratin. Et ce sera l'occasion pour nos abonnés Patreon de nous retrouver en visio pour une discussion collective. Donc si vous êtes abonné ou si vous le devenez, eh bien vous pourrez discuter avec nous en direct pendant ce fameux séminaire. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances, ou en tout cas un très bel été, même si vous ne partez pas en vacances, que vous soyez juilletiste, haussien, apriliste ou même septembriste. J'espère que vous allez passer de beaux mois. On se retrouve pour le prochain épisode en septembre. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt!